n'a pas trop eu l'occasion de se voir en présentiel. On n'a pas fait du présentiel. Est-ce que vous avez pu déjà suivre là le nouveau cours là, de traitement du signal sur le chapitre 1? Qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à présent? Sur le premier chapitre, il y a un chapitre d'introduction. Donc, on a défini ce que c'était qu'un signal. On a vu différentes formes de signaux. J'ai donné, bien entendu, quelques domaines et exemples d'application, que ce soit concret. Et j'ai ensuite détaillé quelques signaux élémentaires de base, et notamment, est-ce que quelqu'un peut me les rappeler, l'échelon unitaire, le signal porte, à partir duquel on va créer un nouveau signal, qui est l'impulsion de Dirac. Exactement. L'impulsion de Dirac, c'est le signal porte, et on va donc prendre ce signal porte. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier, ce signal porte? C'est que sa surface pour 1, que sa hauteur est proportionnellement inverse à sa base. D'accord? Et ce qui fait qu'au fait, il a une base et une longueur T, une hauteur 1 sur T, donc forcément ça nous donne une surface de 1, et donc ce paramètre T, quand vous le tendre vers 0, ça fait rétrécir la base, et ça met la hauteur du signal vers l'infini. Et il n'empêche que lorsque vous intégrez ce signal, lorsque vous calculez sa surface, elle reste toujours égale à 1, et c'est donc l'impulsion de Dirac. Alors, ce que l'on va voir aujourd'hui, c'est, comme je vous l'ai dit, souvenez-vous, quand on a des signaux, les signaux, ça rentre dans un système. Le système traite le signal et restitue un nouveau signal. D'accord. Donc, ce que l'on va, là où on va se focaliser aujourd'hui, c'est sur la partie, en fait, qu'est-ce qu'un système? Quand on parle de système, il faut bien comprendre de quoi on parle en traitement du signal. Alors, qu'est-ce qu'un système en traitement du signal? Voilà. Donc, un système en traitement du signal, c'est une boîte, une boîte noire, dans laquelle va rentrer un signal, et le système va donc nous restituer un signal de sortie. Un signal d'entrée, X de T, et on a un signal de sortie, Y de T. Donc, la question que l'on se pose, c'est, en fin de compte, ce système-là, qu'est-ce qu'il fait? Comment il agit sur ce signal d'entrée? Et est-ce que cette action qu'il a sur le signal d'entrée, on peut la traduire sous forme d'une équation? C'est un peu fondamental ce qu'on va voir aujourd'hui, puisque c'est en fin de compte ce que l'on va retrouver à la base de tout ce qui a trait à des systèmes dès qu'on parle de traitement du signal. Donc, un système linéaire est un système pour lequel la relation entre les grandeurs d'entrée et de sortie peut se mettre sous la forme d'une opération de convolution. Voilà, ce terme-là, vous le soulignez tous, convolution. Donc, dans ce cours, il sera défini l'opération de convolution ainsi qu'un rappel des systèmes d'équilibre avec des équations différentielles avec l'exponent constant. Cette partie-là, on ne la traitera pas.
on traitera surtout la partie où on parle de convolution. Alors bien sûr, on s'intéresse à des systèmes qui sont linéaires. Donc un système qui est linéaire, c'est quoi? C'est un système où vous rentrez deux signaux, il va opérer une transformation, d'accord, sur le signal 1 et le signal 2, d'accord, et la sortie du système, ça sera la transformation appliquée sur 1, plus la transformation appliquée sur le 2, ce qui traduit la linéarité d'un système. Excusez-moi, monsieur, vous pouvez partager votre écran? Ah oui, pardon, excusez-moi. C'est bon? Oui, merci. Alors, ce sur quoi je vais bien sûr insister aujourd'hui, c'est un terme qui est très 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 important et qui s'appelle la réponse impulsionnelle. Donc jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on sait? Bon, on ne sait pas grand-chose. On sait qu'un système, c'est une boîte dans laquelle va rentrer un signal et il va nous restituer un autre signal. Alors maintenant, ce qui va se passer, c'est que ce système-là, quand on va le décrire, on va parler de la réponse impulsionnelle. Ça veut dire quoi de la réponse impulsionnelle? C'est-à-dire qu'en fait, je vais prendre ce système et je vais injecter comme signal d'entrée une impulsion. Pas n'importe laquelle. Une impulsion de Dirac. Exactement. Donc, je vais injecter dans le système une impulsion de Dirac et je vais observer la sortie. Voilà. On a donc la réponse impulsionnelle d'un système linéaire, comme notre H de T, est définie comme étant le signal, donc le signal de sortie, du système lorsque le signal d'entrée est de type impulsion de Dirac. Voilà ce que c'est que la réponse impulsionnelle d'un système. C'est-à-dire qu'au fait, quelle est sa sortie, quelle forme a sa sortie quand j'injecte une impulsion. Alors ça paraît, dans un premier temps, très théorique comme approche, mais vous allez voir que petit à petit, c'est quelque chose qui, en fin de compte, n'est pas si compliqué que ça à comprendre. Alors, déjà, première des choses que l'on va noter, c'est donc un système, c'est donc une boîte qui va appliquer une transformation, donc je note ça TR, d'accord? Et donc, la réponse impulsionnelle, elle, va être définie comme étant la réponse du système lorsque le système reçoit en entrée l'impulsion de Dirac. Voilà, c'est une simple équation qui est donc H de T égale TR comme transformation de quoi? De delta T. Et donc, ce delta T que vous avez ici, c'est l'impulsion de Dirac. Alors, ce que l'on va voir, c'est que si je connais la réponse du système pour l'impulsion de Dirac, je pourrais connaître la réponse du système quel que soit le signal d'entrée qui va donc venir exciter ce système-là. Pour connaître la sortie, il faut que je connaisse sa réponse impulsionnelle. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va dire, voilà, soit x de t, le signal d'entrée d'un système linéaire. Donc x de t peut s'exprimer sous la forme intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de taux, delta de t moins taux,
des taux. Alors, d'où vient le fait que je peux définir x de t de cette façon-là? Souvenez-vous que lorsqu'on avait vu les propriétés de l'impulsion de Dirac, quand je prends une impulsion de Dirac, que je la multiplie par une fonction et que j'intègre ce produit, ça revient à échantillonner la fonction là où existe l'impulsion de Dirac. Donc ici, si vous regardez bien, dans cette équation, elle est fondamentale. C'est quoi la variable d'intégration? C'est quoi? C'est taux. D'accord? Ce taux-là, il va de où à où? On le voit. Exactement. Ce taux parcourt l'espace, d'accord, de moins l'infini, on va le faire ici, de moins l'infini à plus l'infini. Et qu'est-ce qui va se passer à un moment donné? Ce taux-là, il va, comme il part de moins l'infini à plus l'infini, il va forcément à un moment donné passer par une valeur qui vaut t. Et au moment où il vaut t, là, je vais récupérer la valeur du signal ici en t, c'est-à-dire x2. Voilà. Donc, il faut voir le signal x de taux. Il faut voir une impulsion qui se produit en t moins taux. Donc, ça revient à échantillonner le signal à cet instant. Donc, pourquoi c'est important d'écrire x de t de cette façon? Ben, vous allez très vite le comprendre. C'est qu'au fait, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va appliquer on va dire, voilà, notre système applique une transformation TR à notre signal x de t. Notre signal x de t, on l'a exprimé sous forme d'une intégrale, c'est-à-dire d'une somme. Comme le système est linéaire, d'accord? C'est-à-dire que si je rentre une somme de signaux, je vais obtenir en sortie la somme des transformés sur chacun de ces signaux. Donc, ça veut dire que ici, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais donc avoir transformé de x de t, et donc intégrale de moins l'infini à plus l'infini, de x de taux, delta de t moins taux, dt. La transformée d'une somme, c'est la somme des transformés. La transformée d'une somme, c'est la somme des transformés. Pourquoi je dois écrire ça? Qu'est-ce qui me permet de l'écrire? C'est parce que je suppose que le système est linéaire. Exactement. Donc, qu'est-ce qui va se passer? J'ai donc la transformée de cette somme, qui est donc égale à la transformée avec le x de taux qui était auparavant ici. Et pourquoi est-ce que lui, je peux le sortir? Parce que le système, comme il est linéaire, il est aussi proportionnel. Un système qui est linéaire est proportionnel, c'est-à-dire que la transformée de alpha x, c'est égal à alpha de la transformée de x. Okay. Donc, proportionnalité et additivité sont les deux propriétés qui nous permettent de réécrire en fait, cette transformée-là comme étant égale à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de taux transformé de delta t moins 1. Alors ici, qu'est-ce qu'on voit apparaître dans cette équation-là? On voit apparaître la transformée de l'impulsion de Dirac. D'accord?
Alors, qu'est-ce qu'on a dit au début? C'est que la transformée de l'impulsion de Dirac, c'est la réponse impulsionnelle du système. Donc, je vais pouvoir remplacer le TR que vous avez ici, TR de delta de T moins taux. Par quoi je vais pouvoir le remplacer? Si je me réfère à cette définition qui est ici, H de, exactement, je vais pouvoir donc le remplacer par H de T moins taux. Il en découle l'équation fondamentale de Y de T. Donc ici, Y de T égale intégrale de moins l'infini à plus l'infini de X de taux H de T moins taux D. Alors encore une fois, cette intégrale porte sur quelle variable? Quoi la variable d'intégration? Taux. Et elle restitue un résultat en T. Voilà. Donc, cette équation-là, vous voyez qu'au fait, qu'est-ce qui se passe? J'ai un système. Alors maintenant, on va entrer un peu plus dans les détails. Voilà, donc, on a un système qui va être caractérisé par sa réponse impulsionnelle, H de T, dans lequel j'injecte un signal X de T. Voilà. Et j'ai ici, en sortie, un signal Y de T qui résulte de quoi? De l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, voilà, de X de taux H de T moins taux de T moins taux D taux. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, en traitement du signal, et quand on va parler d'un système, on va parler de sa réponse impulsionnelle. Pourquoi? Parce que si je connais la réponse impulsionnelle de mon système, alors je pourrais connaître la sortie de mon système, quelle que soit l'entrée X de T. Voilà ce qui caractérise en fin de compte maintenant le système, c'est la réponse impulsionnelle. Donc là, on en arrive maintenant à quoi? On en arrive à la définition de ce que représente en fin de compte le terme convolution. Convolution. L'intégrale qui permet de calculer y de t est appelée opération de convolution. L'opérateur de convolution est symbolisé par étoile. D'accord? C'est-à-dire que maintenant, quand on écrit que y de t, c'est x de t convolué par h de t, d'accord? Ce signe-là, qui est la convolution, se traduit par un calcul d'une intégrale dans lequel apparaissent mes deux grandeurs. La grandeur x, qui est l'entrée, et la réponse impulsionnelle de mon
système. Voilà ce que c'est qu'un opérateur de convolution. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire? C'est un mot de dire là, j'ai un opérateur de convolution. Je sais comment il est caractérisé, par quelle équation il est caractérisé. Et maintenant, la question qui se pose, c'est comment je vais mettre cet opérateur de convolution, comment je vais le mettre en pratique? Comment je vais l'utiliser pratiquement quand je vais devoir calculer les sorties d'un système connaissant sa réponse impulsionnelle. Alors, il y a, pour simplifier, il y a deux écoles dans le sens, deux façons de procéder. Il y a le calcul de la convolution, je dirais, à la tradition française, c'est-à-dire que, voilà, on rentre dans le dur du calcul. On prend l'expression de H, et puis je remplace H de T par, je remplace T par T moins taux, je trouve une nouvelle expression en taux, pareil avec X de taux, et vous, je calcule cette intégrale, je fais ce qu'on appelle du brut de fonderie, c'est-à-dire du calcul pur et dur. Et il y a une approche qui est un peu plus simple à mettre en œuvre, c'est l'approche que l'on va voir ici, on reviendra sur les propriétés après, qui est une approche plutôt, je dirais, géométrique et qui permet de pouvoir calculer plus facilement la convolution lorsqu'on connaît la réponse impulsionnelle d'un système. D'accord? Donc, étape de calcul de la convolution. Cette façon, en fait, de procéder, c'est l'approche plutôt anglo-saxonne du calcul de la convolution, c'est-à-dire, en fait, de comprendre ce qu'on est en train de faire quand je calcule cette intégrale-là. Donc, première des choses, étape 1, ici, étape 1, la réponse impulsionnelle H de taux est transformée en H de moins taux et décalée de t pour obtenir H de t moins taux, qui est une fonction de taux avec t comme paramètre. Vous avez bien compris qu'au fait, quand on calcule ici, quand on fait le calcul de la convolution, vous voyez que l'intégrale, elle porte sur taux. C'est-à-dire que le temps, ici, il apparaît comme un paramètre de l'intégrale. Voilà pourquoi comme un paramètre, parce que tout simplement, la variable d'intégration, c'est taux. Donc, c'est ce qu'on vous dit ici, dans cette étape 1. La réponse impulsionnelle H de taux est transformée en H de moins taux et décalée de t pour obtenir H de t moins taux, qui est une fonction de taux avec t comme paramètre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que je connais ma réponse impulsionnelle, ben en fait, je vais dessiner ma réponse impulsionnelle par rapport à la variable taux, et je vais dessiner H de moins taux. Et qu'est-ce que je vais faire avec ce H de moins taux? Là, je vais le décaler d'une quantité T. Si T est positif, ben, je vais le décaler à droite. Si T est négatif, ben, je vais le décaler à gauche. De combien? De T.
Voilà. Donc, la réponse impulsionnelle H de taux est transformée en étape 2. Le signal X de taux et H de t moins taux sont multipliés pour toutes les valeurs de taux avec t fixé à une valeur. Donc t, c'est un paramètre de translation de H de moins taux. Je l'ai fixé et je vais donc regarder maintenant le produit X de taux et H de t moins taux. Étape 3, le produit X de taux, H de t moins taux est intégré pour toutes les valeurs de taux afin de produire une valeur de sortie Y de t. Vous avez bien compris qu'en réalité, quand on calcule cette intégrale-là, d'accord? Quand on calcule cette intégrale-là, ben, vous fixez une valeur de t, ce que vous voulez, 0, 15, 25, 2.1, moins 3. Donc, vous fixez forcément la valeur de t dans l'intégrale. Et pour obtenir y à cet instant, là, vous devez calculer l'intégrale d'un produit. Si je change d'instant, ben de nouveau, je dois recalculer l'intégrale de ce produit. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je change d'instant, h de t moins taux se décale. D'accord? Étape 4, bah, les étapes 1, 2 et 3 sont répétées pour t allant de moins l'infini à plus l'infini afin d'obtenir toutes les valeurs de sortie y de t. Alors, comment est-ce qu'on peut, imaginons maintenant, pour bien comprendre ça, voilà, imaginons qu'on nous donne un système et on nous dit, voilà, le système, il a une réponse impulsionnelle. Donc, au départ, notre système, il est caractérisé par sa réponse impulsionnelle H de t. Donc, imaginons qu'on nous donne un système qui a une réponse impulsionnelle H de t, qui a par exemple cette forme-là. Donc, ici, c'est t. Ici, c'est H de t. Voilà. Et donc, on me demande de calculer Y de t pour un signal X de t en entrée. Quelconque. Imaginons que X de t, ce soit un signal, voilà, par exemple comme ça. Ça, c'est t. Et ici, X de t. OK? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben déjà, si je dois calculer ma convolution, vous l'avez tous bien vu, c'est que je dois appliquer ce calcul. Dans ce calcul, j'ai bien sûr le signal X et la réponse impulsionnelle H, mais elles sont exprimées en fonction de taux. D'accord? Donc, la première des choses que je vais faire, c'est que je vais déjà, donc, ici, dessiner ma réponse impulsionnelle H de taux, mon signal X de taux, et je vais travailler avec quoi? Ben, je vais travailler avec
H de moins taux. Voilà avec quoi je vais travailler. Je vais travailler avec H de moins taux et X de taux. Pourquoi je travaille avec ça? Ben, c'est comme ça que je vais pouvoir calculer cette intégrale pour chaque valeur de t. D'accord? Alors, restons un peu sur cet exemple. Imaginons que je me fixe un premier instant t indice 0 que je prends égal à 0. Donc si je veux calculer y de 0, ben, ça revient à calculer l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de taux que je multiplie h de 0 moins taux, c'est-à-dire h de moins taux. Par conséquent, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais avoir donc ici mon signal x de taux, mon signal h de moins taux, puisque je suis situé à l'instant 0, h de moins taux, et je vais donc regarder ce qui se passe si je multiplie l'un par l'autre. Qu'est-ce qui se passe ici si je multiplie l'un par l'autre? Là, dans ce cas de figure, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez bien que quand il y en a un qui n'est pas nul, l'autre est nul. Et quand x de taux n'est pas nul, ben j'ai h de moins taux, lui, qui est nul. Et quand j'ai h de moins taux qui n'est pas nul, ben j'ai x de taux qui est nul. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de chevauchement entre ces deux signaux. Je multiplie l'un par l'autre, je vais obtenir 0. Donc si j'intègre 0, ben, je vais obtenir 0. Donc vous voyez bien que déjà sur ce cas de figure, juste visuellement déjà, vous arrivez à voir ce que ça me donne, à quoi que vaut ma sortie y de 0. D'accord? Alors, supposons maintenant que je m'intéresse à l'instant 0.1. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Si je m'intéresse à l'instant 0.1, ben, je vais prendre ma réponse impulsionnelle symétrique, c'est-à-dire h de moins taux, et je vais la décaler d'une quantité T1. Donc, quand je vais la décaler d'une quantité T1 égale à 0.1, ben, qu'est-ce que je vais avoir? X de taux, lui, ne bouge pas. Et vous voyez en fin de compte que c'est h de moins taux qui va être translaté et qui va venir donc chevaucher x de taux. Dans ce cas de figure, je parle de ces figures. Donc ici, imaginons que je connaissais l'expression de ce signal et l'expression de celui-ci. Vous voyez bien que quand je vais calculer y de t indice 1, ben, en fin de compte, je vais limiter le calcul de l'intégrale de où à où. De où à où je vais limiter? Est-ce que je vais faire de moins l'infini à plus l'infini? Oui. De 0 à 0. Exactement. Je n'ai pas besoin d'aller de moins l'infini à plus l'infini, puisqu'en fin de compte, je vais tout simplement limiter mon calcul là où j'ai une zone de chevauchement. C'est-à-dire ici, entre 0 et t indice. Donc je vais poursuivre. Je me dis, bon, ben après, je fais quoi avec t indice 2? Ben, t indice 2, ben, j'applique exactement le même principe. C'est-à-dire que je vais prendre de nouveau ma réponse impulsionnelle symétrique et je vais la décaler d'une quantité égale à t indice 2 et je vais observer quelle est la zone de chevauchement entre h de t indice 2 moins taux et x de taux. Et là, de nouveau, vous voyez que ben, la zone de chevauchement,
elle s'accroît, c'est-à-dire qu'il y a plus de points qui sont en commun entre x de taux et h de t moins taux. Et je vais donc de nouveau procéder à la multiplication de ces deux signaux et ensuite à l'intégrale, donc ici de 0 à t indice 2. Vous voyez que petit à petit, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous avez tout simplement votre réponse impulsionnelle qui, voilà, de proche en proche, va traverser, va traverser x de taux jusqu'à quel moment? Qu'est-ce qui va se passer au bout d'un moment? Voilà, au bout d'un moment, ce qui va se passer, c'est que il va plus y avoir de chevauchement, d'accord, entre h de t moins taux et de x de taux. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais pouvoir dire à partir de cet instant-là? Exactement. À partir de cet instant-là, je vais dire qu'en fin de compte, y de t. Pour le T3, si ça se passe, le moins taux est nul. On s'est passé égal à 30 pour le T3. Oui, alors, et ici, effectivement, vous allez, si vous connaissez bien sûr la valeur de ce signal, vous allez l'intégrer à partir d'ici. Puisque sur cette partie-là, c'est nul. Voilà, en fin de compte, ce que signifie le calcul de la convolution en pratique, quand vous le mettez en pratique. D'accord? Alors, on a un exemple relativement simple. Et l'exemple de base. Voilà. Imaginons qu'on ait un système donc, qui est caractérisé par une réponse impulsionnelle h de t, dans lequel on injecte un signal x de t. Et ce signal x de t, ben, on va prendre un signal très simple. On a un signal x de t égale à 1 pour t compris entre 0 et 1 et 0 ailleurs. Voilà un signal x de t, très simple, qu'on injecte dans un système. Oui? Comment? Zéro ailleurs. Donc x de t qui vaut donc 1 pour t compris entre 0 et 1 et 0 ailleurs. Et on se donne comme réponse impulsionnelle h de t égale à x de t. Voilà. Et on vous demande de calculer, donc calculer y de t quel que soit t. Voilà.
Donc, calculer y de t, quel que soit. Comment? Je vais le calculer en utilisant le fait que y de t, c'est égal à x de t convolué par h de t. Voilà. On vous dit, j'ai un système, il a une réponse impulsionnelle h de t qui est définie par 1 pour t compris entre 0 et 1, 0 ailleurs. On injecte dans ce système un signal x de t qui a les mêmes propriétés temporelles que la réponse impulsionnelle. Et on vous demande donc de calculer y de t. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? On va, bien entendu, adopter une démarche qui est une démarche graphique. Démarche graphique. Donc, démarche graphique, ça veut dire que je vais faire quoi? Je vais d'abord dessiner x de taux. Donc ici, je vais donc avoir l'axe des taux et je vais dessiner x de taux. OK? Donc vous allez me dire, mais comment je vais dessiner x de taux? C'est pas compliqué. Je vais regarder la définition de x de t. C'est quoi la définition de x de t? Voilà. X de t, là, il vaut 1 pour t compris entre 0 et 1, 0 ailleurs. Donc, ça veut dire que x de alpha vaut 1 pour alpha compris entre 0 et 1. Ça veut dire que x de p, là, il vaut 1 pour p compris entre 0 et 1. C'est juste un changement de nom de la variable. Donc, ici, qu'est-ce que je vais... comment je vais pouvoir dessiner x de taux? Très simplement, puisqu'en fin de compte, x de taux, il vaudra 1 pour taux compris entre 0 et 1 et 0 ailleurs. Voilà. Ça, c'est x de taux. H de moins taux. Comme h de taux égale à x de taux, donc h de moins taux va tout simplement être, on peut calculer, c'est simple, le symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Exactement, le symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Je vais donc avoir ici, en rouge, h de moins taux. Voilà. Et donc h de moins taux, je vais pouvoir le dessiner. Il est là. Voilà. Et donc, ici, moins 1. Et donc, en rouge, ici, j'ai h de moins.
voyez que maintenant, juste en dessinant ces deux signaux, je peux déjà dire ce que vaut y de 0. Qu'est-ce qu'il vaut y de 0? Voilà. Voilà. H de moins taux ici et X de taux, ils se chevauchent sur combien de points? Sur un point. Donc, c'est-à-dire que l'intégrale, elle va d'un point au même nœud. Dans quel vaut? 0. Donc ici, on peut dire que pour t égale 0, ben on a y de 0 qui vaut 0. Qu'est-ce que je peux dire pour t? Qu'est-ce que je peux dire pour t inférieur à 0? Que vaut y de t? Est-ce que je peux affirmer que y de t vaut 0? Je peux écrire ça. J'ai rien besoin de démontrer ni quoi que ce soit. Je peux écrire que pour t inférieur à 0, bah, y de t égale à 0. Pourquoi? Parce que pour t inférieur à 0, si je dessine ce cas-là, si je dessine en violet, H, le t moins taux, d'accord? Si je dessine ça, ben, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir un signal hop, voilà. Et elle est où ma quantité T? Elle est là. Quantité négative. Ici. Là, vous voyez que le signal violet, ne chevauche plus le signal X2. C'est-à-dire que là où le violet est non nul, le signal X2 est nul. Là où le signal X2 n'est pas nul, H de T moins taux est nul. Donc le produit est nul. Je peux donc très facilement dire que pour T inférieur à 0, ben, j'ai Y de T qui vaut 0. Vous êtes d'accord? Très bien. Donc maintenant, on va rentrer dans les choses un peu plus sérieuses. Si je vois qu'il vaut 0, pour t égale à 0, il vaut 0, pour t inférieur à 0, on peut très bien se demander, c'est quand qu'il vaut quelque chose, c'est y de t. Alors, qui c'est qui peut me répondre? Quand t est strictement supérieur à 0. Sauf que quand t est strictement supérieur à 0, si je prends un t très supérieur à 0, ben, ça veut dire que, imaginons que, alors, ici, là c'est, je reprends ici mon CTRL-C. Ah, si je prends
un t très supérieur à 0, ben, je vais mettre mon h de t moins taux complètement à droite. Donc, ça veut dire que quoi? Qu'est-ce qu'il faut comprendre à partir de là? C'est-à-dire que là, maintenant, il va falloir faire très attention sur les intervalles maintenant, sur lesquels je vais travailler. Alors, mettons, considérons le cas où j'ai t qui est strictement supérieur à 0. Et je vais le prendre comment? Ce t est supérieur à 0, je vais le prendre de telle sorte à ce qu'il n'excède pas 1. Donc, je prends t supérieur à 0 et t inférieur ou égal à 1. Donc ça, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais dessiner ce cas de figure pour t compris entre 0 et 1. Donc je vais le dessiner. Tac, je vais prendre avec la couleur verte. Voilà. Donc, je vais dessiner le cas où j'ai, cette fois-ci, h de t moins taux avec t, ici, compris entre 0 et 1. Donc ici, t compris entre 0 et 1. Voilà. Donc si je dessine ce cas de figure, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je vais prendre donc ce h de moins taux qui est en rouge et je vais le décaler d'une quantité t à droite. Elle est où la quantité de t ici? Elle est là. Donc là, vous voyez que maintenant je l'ai décalé une petite quantité t, cette fois-ci positive, qui reste inférieure à 1. Est-ce que maintenant je peux dire que h de t moins taux, le vert, chevauche x2? Et s'il le chevauche, il le chevauche sur quelle zone? Sur quel intervalle? Entre 0 et t. Exactement. Entre 0 et t. Donc, qu'est-ce que je peux dire pour t compris? Pour t compris entre 0 et 1. D'accord? Qu'est-ce que je peux dire de y de t? Y de t, il est égal à quoi? Entre 0 et t, 0 sur. Répétez. 1 entre 0 et t et 0 sur. Ça voudrait dire que y de t est égal à h de t moins taux. Or, moi je dis, on a y de t qui est au fait un produit suivi d'une intégration de ce produit. Donc, il dit, qu'est-ce que je peux écrire pour y de t? Y de t, c'est l'intégrale du signal vert que multiplie le signal
noir, x de taux. Donc, qu'est-ce que je peux dire de ça? C'est égal à l'intégrale entre 0 et t. De quoi? Par quoi? Du produit de x de taux et de h de taux. Exactement. Qui va tous les deux quoi dans cet intervalle? Que vaut x de taux sur l'intervalle? A1. Exactement. Donc, c'est intégrale de 0 à t. De quoi? Ben, de x de taux qui vaut 1. Que multiplie h de t moins taux qui vaut quoi? Lui aussi, il vaut quoi? L'intervalle 1. Voilà. Il vaut 1. Et le tout, je l'intègre bien sûr par rapport à d taux. D'accord? Donc, h de t moins taux, celui-ci, le vert, il est représenté là. D'accord? C'est quoi? C'est h de moins taux décalé de cette quantité t. Donc, vous voyez bien qu'entre 0 et t, il vaut 1. Il faut observer les graphiques. Bon. Alors ça vaut quoi? Ça, c'est une intégrale qui est très simple. Qu'est-ce que ça vaut? C'est quoi la primitive de 1 par rapport à taux? Taux. Taux, je vais donc le prendre entre quoi et quoi? Entre 0 et t. Simplement. Donc ici, 0 et t. Et je vais donc avoir y de t qui est donc égal à quoi? À t. Alors maintenant, vous pouvez me dire quels vont être les autres cas que je dois traiter. T supérieur à 1, ben, je peux aller très loin. T supérieur à 1. 0 et moins 1. T égale à 1. Le cas t égale à 1, il est pris en compte ici. Pourquoi? Parce que pour t égale à 1, ben, ça vaudra 1. Effectivement, pour t égale 1, il va y avoir un chevauchement complet entre h de 1 moins taux et x de taux. D'accord? Oui? Non, enfin, je veux dire, ça, j'en avais parlé parce qu'on était face au calcul d'une dérivée sur quelque chose qui était discontinu. Donc, on a fait une. Qu'est-ce qui se passe? À quel moment h de t moins taux ne va plus chevaucher x de taux? Quel moment? À quel moment h de t moins taux ne va plus chevaucher x de taux? Pour quelle valeur de t je ne vais plus avoir de chevauchement? Est-ce que si je prends t égale à 5, je vais encore avoir du chevauchement?
Quelle est la valeur limite à partir de laquelle je pourrais affirmer que y de t vaut 0? 1,1. Alors, Alors, on va faire comme au primaire. Quand on représente le rouge, c'est quoi le rouge? C'est H2 moins taux. Alors, c'est H2 moins taux. On a dit que si je le décale d'une quantité T comprise entre 0 et 1, hein, vous voyez, si je le prends, je suis en train de voir où est-ce que je peux trouver le... Où est-ce que je peux trouver... Voilà, transparence. Voilà. Voilà, il est là. Et donc, je déplace d'une quantité T qui reste, la quantité T, elle est là. Hop. Quantité T. Voilà, qui reste comprise entre 0 et 1. On a déjà fait le calcul. Et donc, on a vu qu'effectivement, j'allais avoir une zone de chevauchement entre quoi et quoi? Entre 0 et, comme il a dit notre camarade, entre 0 et t. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Le voyage ne s'arrête pas là. Il va continuer. Va continuer. Hop, elle va chevaucher. En t égale à 1, chevauchement complet. Après, qu'est-ce qui se passe? Après, continue à voyager. Quand vous partez, je sais pas, quand vous partez, vous allez chez vos amis ou chez la famille, ou ça, ben vous allez jusqu'à destination.
Ici, la destination, c'est l'infini. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Il est où maintenant mon déplacement T? Comment je vais le caractériser? Qu'est-ce qu'il est mon déplacement T? Il est maintenant ici. Voilà la quantité T. Donc là, est-ce que H de T moins taux chevauche X de taux ou pas? Et s'il le chevauche, c'est sur quelle zone? Quelle est la couleur de la zone de chevauchement? Il y a combien de couleurs là? Combien vous voyez de couleurs? Comment? 3, très bien. Alors c'est lesquelles? Oui. Genre j'ai un rouge foncé, j'ai un rouge clair et j'ai un bleu. À quoi correspond le rouge foncé? La zone de chevauchement. Donc ça veut dire que quand est-ce que je ne vais plus voir de rouge foncé? Voilà, je voyage. Il n'y a plus. Et là? Alors maintenant, c'est quoi la deuxième? C'est quoi cet intervalle que je dois maintenant prendre en compte? Là, dans ce cas de figure, à quel moment est-ce que je ne vais plus avoir de chevauchement? Quand T vaudra combien? Non, plus de 1, il est là déjà, il y a plus de 1. Ah, exactement. Dès que je vais arriver ici, c'est-à-dire T là, qui sera au-delà de 2, qu'est-ce que je vais pouvoir dire déjà pour T au-delà de 2? Y de T vaudra 0. Très bien. Donc ça veut dire que maintenant je dois traiter le cas. J'ai traité le cas entre 0 et 1. Je dois maintenant traiter le cas entre quoi et quoi? Entre 1 et 2. Exactement. Donc je dois maintenant traiter le cas où T est strictement supérieur à 1 et inférieur ou égal à 2. Pourquoi? Parce qu'au-delà de 2, qu'est-ce qu'on a vu? Il n'y avait plus de chevauchement. D'accord? Oui, bien sûr. Là. Là, vous voyez que j'ai un déplacement T qui est supérieur à 1. Vous voyez bien que si ce déplacement T il va jusqu'à 2, le rouge que vous avez ici ne va plus chevaucher le bleu. Je ne comprends que C'est le chevauchement. Voilà, Y de T, c'est que je repère toujours le chevauchement. Où est le chevauchement? Une fois que vous avez saisi ça, après, c'est ça. Les camarades, là, vous discutez tranquille. C'est le cours de maths qui vous inspire. C'est bon? Alors, essayez maintenant de le terminer exactement. Ça avait l'air comme des gens qui font du mal planète.
En plus, on vous réserve un amphi, mais vous pouvez moyen de rester là à côté de l'autre. Ah, je sais bien, je sais que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu, je sais que ça fait longtemps que vous êtes dans un état critique. Vous n'êtes pas les seuls, hein, je vous rassure. Bon, je sais. Ça va, on va petit à petit voir le bout du tunnel. Hein? Oui, il est là. Il est là. Ok. Alors, donc maintenant, la zone, est-ce que maintenant quelqu'un peut me donner, pour T compris entre 1 et 2, la zone de chevauchement, où elle commence et où elle se termine? Où elle se termine, c'est facile. Où? Exactement. Voilà. Donc notre cas, on a dit, elle se termine à 1. Et où elle commence? Si je vous montre avec ma règle où elle commence, si je vous dis qu'elle commence ici, vous êtes d'accord? Donc ça veut dire que je dois repérer ce point. Et comment je vais repérer ce point? Exactement. Comment je vais repérer ce point? Ben, je sais que celui-ci, il est repéré à T. Et je sais que ça a une largeur de 1, donc je vais reculer de 1 et je vais venir ici. Ok? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour T compris entre 1 et 2, je vais pouvoir écrire que y de T, c'est l'intégrale de OU à OU. Ici? Exactement. T moins 1, 1. T moins 1, je vais intégrer. Alors, donc je vais intégrer de OU à OU. Enfin, je vais intégrer de T moins 1 à 1. Et qu'est-ce que j'intègre entre ces deux bornes? 1 fois 1, puisque les deux signaux valent 1 sur ces intervalles-là. Donc ici, 1 fois 1 d tout. Donc ça vaut quoi? La primitive de 1, c'est taux. Je vais donc avoir ici taux que je prends entre 1 et t moins 1. Et donc ça, c'est égal à quoi? À quoi? Ça fait 1 moins. Ça fait 1 moins t plus 1.
ça fait 1 moins t moins 1. Ça fait 2 moins t. C'est taux. Il vaut 1 moins taux qui vaut t moins 1. Donc, ça va faire 1 moins t moins 1. Donc, ça va faire 1 moins t plus 1. Donc, ça va faire 2 moins t. Voilà. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'on peut dire pour t strictement supérieur à 2? Y de t vaudra donc c'est ce cas de figure. Zéro. Voilà. Oui? Est-ce que, peu importe les signaux qu'on a, on aura toujours le même nombre de cas à gérer? Ça dépend de... Ça dépend des signaux que vous faites. Ça dépend des signaux. Ça, c'est un cas particulier, très simple. Donc, en définitive, qu'est-ce qui se passe si on vous dit, en fin de compte, quel est ce signal y de t, puisqu'on vous a demandé de donner la valeur de t, quel que soit t, bah, on va répondre tout simplement que ensuite, je vous demande maintenant de me tracer y de t. Quel que soit t. Bah, qu'est-ce que vous allez tracer? Hein? Donc, on a dit que pour t compris entre 0 et 1, y de t va aller t. Donc, en 1, je vais avoir 1. Et à partir de là, il vaut combien y de t? C'est quoi son équation? 2 moins t. Donc, vous voyez que déjà, il y a continuité, puisqu'en 1, si vous prenez en 1, du côté y de t égale à t, vous avez 1. Et si vous prenez en 1 du côté y de t égale à 2 moins t, vous avez combien? 1. D'accord? Il y a continuité en ce point-là. Si dans vos calculs, vous voyez qu'à un moment donné, vous n'avez pas de continuité, c'est-à-dire que quand vous vous approchez à gauche, vous n'avez pas la même chose que lorsque vous vous approchez à droite, vous avez une discontinuité, et que quelque part, à moins qu'on vous ait donné des signaux, mais complètement... que quelque part, il va y avoir un problème de calcul. OK? Et donc, en t égale à 2, il vaudra combien? 0. En 2. Et après, il reste égal à 0.
Et ici, vous. Alors ça paraît un peu élémentaire, académique, tout ce que vous voulez. Vous voyez que j'ai pris un système dont la réponse impulsionnelle est rigoureusement la même que celle du signal d'entrée. D'accord? Donc c'est, en gros, c'est un peu comme ça avec un carré convolué avec un carré. Ça nous a donné un triangle. Alors vous allez dire, mais c'est bien beau tout ça, à quoi ça sert? Le problème avec les mathématiques, il ne faut pas poser le problème de à quoi ça sert. Parce que si vous dites à quoi ça sert, et que vous voulez comprendre, vous allez avoir du mal. Comment? Pas vous. Ouais, ça peut être. Quand on dit à quoi ça peut servir, il faut d'abord faire l'effort de se dire pour l'instant, je ne sais pas. Donc, c'est-à-dire que je m'enrichis sur le plan théorique. Et après, je me pose la question de savoir maintenant que je connais tout ça, à quoi ça pourrait bien servir. Et c'est après que je réfléchis aux applications. Et si je réfléchis aux applications et je n'ai pas les bases, ça reste, ça reste du verbiage. Ça reste de la parole. D'accord. Ok. Alors, ce que je vous propose de faire, donc on a traité donc ce cas de figure. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de reprendre le même système. D'accord? De reprendre donc le même système. Et au lieu de considérer la réponse impulsionnelle, alors, souvenez-vous, on a pris la réponse impulsionnelle H de t égale à x de t. Ça, c'est le cas qu'on a traité maintenant. Celui sur lequel je vous invite à réfléchir, c'est que se passe-t-il si je prends un système, cette fois-ci, H de t, qui est égal à x de 2t. Ok, on va essayer de réfléchir un petit peu sur ce cas de figure. Donc, toujours même réflexe. Toujours même réflexe. Je vais dans un premier temps dessiner x de taux. Puis, il n'a pas changé. Et qu'est-ce que je vais dessiner en rouge? H2 moins taux. Donc, pour pouvoir dessiner H2 moins taux, il faut d'abord que je connaisse H2 taux. Donc, H2 taux, il est égal à combien? Vu sa définition.
x de 2 taux. Donc, il est comment h de taux? Exactement. Donc, x de 2 taux. Et donc, h de moins taux, si je dois le dessiner, qu'est-ce que je dois dessiner? Qu'est-ce qu'on a dit? Vous venez juste de le dire. H de taux, il est comment? H de taux. Donc H de moins taux, il est comment? Le symétrique. Donc, je vais prendre le symétrique. Voilà. Ça, c'est H de moins taux. Alors, ce H de moins taux, bah, c'est pareil que tout à l'heure. On va le déplacer d'une quantité T. Alors, essayez de réfléchir à ça et on le corrigera donc la fois prochaine. D'accord? En fait, ce qui va se passer, ben, vous allez aussi le déplacer d'une quantité T, observer les zones de chevauchement, repérer combien il va y avoir de zones de chevauchement et donner en fin de compte. Oui. Là, il n'y a pas une question d'avoir directement. Là, vous avez un calcul d'une intégrale qui met en jeu un produit dont l'un des signaux a le temps comme paramètre. Alors, vous pouvez effectivement travailler avec les équations, mais il n'empêche qu'à un moment donné, il va bien falloir délimiter votre intervalle d'intégration. D'accord ? Monsieur, Oui, vous avez besoin d'un PDF en cours? je vais vous envoyer effectivement le cours, il n'y a pas de souci. D'accord. Ok, bon, ben merci pour votre présence, lointaine même. Merci monsieur, au revoir. Au revoir.